Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer cette série sur la programmation orientée objet qui intéresse beaucoup parmi vous. Je rappelle que la programmation orientée objet est une façon très puissante de développer une application dans les règles de l'art et très souvent elle est mal expliquée. Et les développeurs qui connaissent pas la programmation orientée objet, généralement, ils sont, on va dire, démotivés pour la faire parce qu'on comprend pas très bien à quoi ça sert. Moi, je vais avoir une prétention modeste d'essayer de vous expliquer ça simplement et surtout concrètement. Donc, après avoir fait un chapitre 1 pour présenter d'une façon générale la programmation orientée objet, je vais vous montrer un des avantages parmi les autres avantages que j'expliquerai plus tard. L'avantage de protéger les données que on manipule et vous allez voir ce que ça veut dire. Alors, si vous êtes intéressé par la programmation orientée objet et que vous voulez vraiment tout comprendre, cette vidéo va être un petit peu longue, donc installez-vous confortablement quelque part, au calme. Prenez quelque chose à grignoter, prenez une boisson préférée et embarquez-vous avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va raisonner sur la gestion d'un fichier client par la programmation orientée objet. Je vais vous montrer ce que vous savez faire en approche non PO, procédurale, et on va la comparer avec une approche programmation orientée objet. Et vous allez tout savoir comment créer une classe client et l'utiliser, mais vraiment dans le détail. Alors, commençons par d'abord bien préciser les choses. Ce que j'appelle l'encapsulation, c'est un terme un peu très théorique, c'est ne pas laisser le développeur donner des valeurs à des données, par exemple le code client, le nom de client, qui ne seraient pas valables. Et donc, on voudrait que les données soient cohérentes. C'est ce que je vous montre en bleu. La cohérence des données ou validité des données, c'est ne pas mettre des valeurs qui ne sont pas conformes. Par exemple, le nom du client, on ne veut pas avoir des caractères spéciaux. Alors, ne pas confondre avec la sécurité des données que je mets en vert. La sécurité des données en informatique, c'est le développeur ou l'équipe de développeurs va faire attention à sauvegarder les données pour qu'on, s'il y a jamais une panne, on les perd pas. Ça peut être des sauvegardes régulières, ça peut être des mirrorings, c'est-à-dire sauvegarder au fur et à mesure pour les grosses applications sensibles. Ne pas confondre non plus avec la confidentialité des données qui consiste à empêcher des accès non autorisés aux données à accéder à vos mails, à vos dates de naissance, à vos cartes bleues, etc. Et là, les développeurs vont aussi, selon leur application, faire en sorte d'empêcher par des moyens, les mots de passe, les cryptages, les doubles authentifications, etc., des adresses IP autorisées, etc. Nous, on va parler de cohérence de données, c'est que le développeur, il faut pas qu'il me mette n'importe quoi dans le code du client, n'importe quoi dans le nom du client. Comment on fait ça? C'est le but de cette vidéo. C'est ce qu'on appelle l'encapsulation. Alors, regardons voir de près. Regardez ici, je vais donc vouloir modifier le code du client. Et je vais vous montrer trois scénarios. Le code du client, regardez en rouge là-haut, la règle, je vais décider que le code client ne doit contenir que de l'alphabet ou des chiffres. Et le premier scénario, je ne vais pas parler de la programmation orientée objet, je vais parler de la programmation procédurale, c'est-à-dire en tant que développeur, je fais ce que je veux. Alors regardez ici, j'ai prévu deux développeurs. Le développeur numéro 1, il va dans son code marquer le code client AZ1002. Vous voyez qu'il n'y a que des lettres de l'alphabet A et Z et 1002 c'est que des chiffres. Et il va aussi valoriser le nom, l'adresse, etc. Et à un moment donné, il va faire dans son code, par exemple, h ajoute pour ajouter dans un enregistrement dans le fichier client ou h modifie pour modifier. Ben nous, ça nous convient parce que ça respecte la règle, il n'y a que des lettres et des caractères. Imaginons un deuxième développeur qui, lui, ne connaissant pas la règle, il va rentrer dans le code client AG3, point d'interrogation, slash, c'est pas bon, mais il va faire H ajoute, H modifie, mais il va quand même rajouter
le client avec ce code bizarre et le nom, etc. Et ça convient pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait pas de la programmation orientée objet? Eh ben, il faut prévenir tous les développeurs pour qu'ils fassent pas des bêtises comme ça. Regardez ce que j'ai marqué en bas à droite. Comment prévenir cette incohérence? Eh ben, on va expliquer les règles. À droite, les petits bonhommes, c'est comme on discute en réunion. Attention, les gars, il faut faire ceci et cela. Éventuellement, on crée un document qui explique les règles, un PDF, un Word, et on le partage avec les autres. Le problème, c'est que ça fonctionne pas toujours. À un moment donné, il y a un développeur qui a été embauché, mais on lui a pas donné le PDF ou il a mal compris. À un moment donné, il y a un développeur avec le temps, il a oublié. Donc tout ça, la programmation orientée objet qui est venue plus tard, il a dit, moi, je vais régler ce problème-là. Alors ça, ce scénario 1, on va le coder et on verra que la programmation orientée objet va faire mieux. Deuxième scénario. Donc c'est toujours la même règle, mais cette fois-ci, je vais faire de la programmation orientée objet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va créer une classe client. Alors si vous vous rappelez pas de la vidéo numéro 1, je vais vous rappeler avec le codage, ne vous inquiétez pas. On va créer une classe client. On va dire qu'un client, il est décrit par un code, par un nom, une adresse, etc. Et donc, vous voyez ici sur ce schéma-là, les développeurs 1 et 2 n'accèdent plus à la base de données. C'est une des chances de la programmation orientée objet, c'est qu'on fait des classes qui permettent d'accéder à la base de données et les développeurs qui utilisent ces classes pour créer des objets n'ont plus à accéder à la base de données. Alors, pourquoi on fait ça? D'abord, c'est pour éviter que des développeurs qui ne sont pas autorisés accèdent à la base de données et font n'importe quoi ou accèdent à des informations non autorisées. Et deuxième raison, c'est que la base de données, le nom du serveur, la base de données, l'adresse IP, etc., tout ça peut changer. On va pas laisser les développeurs mettre les informations qui accèdent à la base de données en dur dans leur programme. Donc les noms de serveurs, base de données, ils n'ont pas à le savoir. Donc développeurs 1 et 2, ils n'ont qu'à utiliser la classe client et créer un objet. Ici, le développeur numéro 1 va créer à partir de la classe client un objet qui va appeler avec la première étape CL1. Et l'étape 2, il va commencer à dire pour cet objet, je mets le code AZ1002. Le nom, je mets quelque chose, etc. Et l'étape 3, on va lui mettre dans la classe une méthode, c'est-à-dire une procédure ajoutée qui va appeler. Et cette méthode va prendre toutes les informations qu'elle a trouvées dans l'objet, le code, le nom, elle va les ajouter dans le fichier. Le développeur numéro 2, il va dire, moi aussi, j'utilise la classe client et je crée un objet que j'appelle CL32. Les développeurs, ils peuvent appeler les objets comme ils veulent. Et lui ici, il va faire l'étape 2. Il va mettre AG3 point d'interrogation slash, donc il va faire une erreur. Il va mettre le nom de client, etc. Il va appeler la méthode ajoutée et ça va passer parce que ici, si on fait rien, il va aussi faire une erreur. Alors, ici, si on veut vraiment empêcher le développeur numéro 2 qui fasse des erreurs, il faut que la méthode ajoutée qui se trouve dans la classe client fasse tous les tests pour dire attention, il faut pas que que le code soit comme ceci ou comme cela, il faut que respecter ce qu'il faut mettre dans le nom de client. Là, je l'ai fait exprès en disant je respecte pas. Alors, ici, regardez maintenant, s'il vous plaît, dans la ligne, c'est marqué scénario numéro 2. J'ai marqué que je fais de la programmation orientée objet avec accès public aux données. Ça vous dit rien pour l'instant, vous allez comprendre quand je vais coder. C'est-à-dire que je peux créer des classes, mais je n'utilise pas la notion de encapsuler, c'est-à-dire protéger les données. Le développeur, il peut directement mettre ce qu'il veut dans le code client. Et dans ce cas-là, dans ce scénario numéro 2, je ne gagne rien par rapport à la scénario numéro 1, qui était l'approche sans programmation objet. Vous voyez en bas, je mets alors. On a simplement trouvé un moyen d'empêcher l'accès direct à la base de données, mais on a toujours un problème que le développeur il met n'importe quoi dans le code client. Alors, quelle est la meilleure façon? C'est le scénario numéro 3. Scénario numéro 3, je vais modifier la classe client. Je vais déclarer le code, le nom et tout ça. On va dire qu'ils sont privés. C'est-à-dire que le développeur, vous voyez ici la flèche rouge,
le développeur, qu'il soit développeur 1 ou 2 ou 3, le développeur, il va créer un objet qu'il va appeler CL1 à partir de la classe client, mais il ne peut plus aller dire je mets dans le code client ce que je veux. On va l'obliger à passer par des codes. Vous voyez les petits rectangles ici. Le développeur, il appelle un code qui est spécialisé pour modifier le code client. Il lui passe AZ1002 à gauche, en haut à gauche. Et ce code qui modifie le client, il va vérifier si jamais le code client ne lui plaît pas, il le met pas dans l'objet et donc il empêchera la méthode ajoutée de faire le travail. Et pareil, si le développeur veut lire le code client d'un client dans un objet, il passera par un autre code qui est spécialisé pour récupérer le code client. Et vous voyez en bas, le développeur, il peut faire la même chose avec le nom du client. Il y aura un code spécialisé pour modifier le client, le nom du client, et un code spécialisé pour récupérer, obtenir le nom du client. Et après, elle appellera la méthode ajoutée. Et normalement, si j'ai bien codé que je fais les informations du client en privé, et j'ai codé ces modifiés obtenir, là, on empêche d'accéder directement à la donnée. On n'aura plus de problème d'incohérence. Et c'est ça qu'on appelle l'encapsulation. Pour l'instant, je sais que vous me suivez. C'est encore de la théorie. Vous allez petit à petit comprendre, mais il fallait qu'on voit ces trois scénarios pour que vous compreniez à quoi sert ce mot un peu théorique qui s'appelle l'encapsulation. Ça sert à empêcher un développeur, je me répète, sert à empêcher un développeur de mettre n'importe quoi dans les données. Maintenant, il va falloir qu'on voit concrètement comment on va faire ça. Alors, avant qu'on aille dans le code, je vais d'abord représenter une classe à gauche. Quand on crée une classe, on la représente ici schématiquement dans un diagramme sous forme de rectangle. Et une classe, elle a son nom là-haut. Après, je vais déclarer les informations qui décrivent un client avec des informations. Le code est une chaîne, le nom est une chaîne. C'est pas comme, hein, je me suis trompé dans la saisie. C'est le nom est une chaîne, adresse est une chaîne, etc. Et je leur mets des mots privés. On appelle ça des membres ou des attributs dans WinDev. Donc, une classe contient les informations qui décrivent les clients. On appelle ça les membres. Et comme je les déclare en privé, j'empêche le développeur d'aller les modifier. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi j'ai mis m underscore. Une deuxième partie que contient la classe, ce sont donc des codes qui permettent de modifier. Par exemple, ici, le code, j'ai mis le code du client. En réalité, ce n'est pas une méthode, c'est deux codes, deux procédures, deux méthodes différentes. Une qui est spécialisée pour modifier le code du client et une qui est spécialisée pour récupérer le code du client. Et pareil pour le nom, pareil pour l'adresse. Et dans WinDev, on appelle ça les propriétés. Vous allez voir comment on fait ça. Et après, je rajoute à ma classe des codes qui permettent de faire ce qu'on a envie de faire sur les clients. Ajouter un client à la base de données, modifier un client dans la base de données, supprimer un client, consulter un client et même lister tous les clients de la base. Donc, ajouter, modifier, supprimer, consulter, ça travaille sur un client à la fois, donc sur un objet à la fois. On appelle ça les méthodes d'objets. Et quand je fais une méthode qui va travailler sur plusieurs clients, plusieurs objets, ou tous, on dit que c'est une méthode globale. On va vous montrer aussi un exemple là-dessus. Regardez maintenant à droite. Attention, dans la programmation orientée objet, les termes changent d'un langage Java, C#, C++, etc. à un autre. Donc ici, ce que WinDev appelle propriété, ce sont deux codes séparés, un qui récupère une donnée, l'autre qui permet de la modifier. Dans les autres langages, ici je les mets en vert, le code qui permet de modifier une propriété, donc un attribut, une information du client, on va appeler ça un setter, du verbe to set, qui veut dire affecter, modifier. Et le code qui permet de récupérer, par exemple, le code client, là, on l'appelle le getter, ça vient du verbe to get. Voilà, donc ça, c'est un schéma général. Ben maintenant, on va commencer à regarder le codage de ce que je viens de vous dire. Alors, comme c'est très lent,
je n'ai pas voulu coder directement avec vous dans la vidéo. J'ai déjà préparé le codage, mais on va l'expliquer facilement. Je vous montre un peu comment j'ai fait. J'explique le code et rappelez-vous, à la fin de mes vidéos, je donne toujours le projet en PDF pour que vous puissiez refaire entièrement la manip et recomprendre par vous-même. Alors, je bascule dans Windev. Alors là, dans Windev, j'ai déjà créé un projet. Et dans ce projet, la première chose que je vais vous montrer, j'ai lui dit que j'ai une analyse. Et dans l'analyse, j'ai créé donc un seul fichier. Et donc, je vais ici grossir ici. Donc, j'ai pris un fichier qui est en local. Donc, ce que Windev appelle donc hyperfile classique. Mais ça aurait pu être un fichier dans une base de données distante, ça changera rien. Donc, j'ai le code client, le nom, l'adresse, le code postal, la ville, le pays, c'est tout. Je me suis arrêté là. Et on aurait pu mettre toutes les infos qu'on a normalement sur les clients. Donc, j'ai créé ce fichier-là, j'ai généré l'analyse et donc, j'ai mis dans mon projet ici, rappelez-vous, code client, l'élément, l'instruction qui permet de créer à vide le fichier client la première fois. Donc ça, c'est dans l'initialisation du projet, le projet que j'ai appelé POO chapitre 2 encapsulation. J'ai été cliqué, donc j'ai oublié de dire que j'ai créé un projet WinDev mobile. J'aurais pu faire la démonstration avec WinDev tout court, avec WebDev, ça n'aurait rien changé. Et là, j'ai été dire que je veux tester le projet je vais tester le projet une première fois pour qu'il exécute cette instruction. Et une fois qu'il a exécuté cette instruction, je vais maintenant cliquer sur le fichier, faire clic droit, et je vais demander de voir le contenu du fichier avec l'outil WDMap. Et là, donc moi j'avais déjà créé des tests, je vais le vider, mon fichier client.fic, il est vide. D'accord? Alors ça, c'est ce que j'ai fait en premier. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? En plus, j'ai été créer une fenêtre. Donc ici, dans fenêtre, rappelez-vous, clic droit, nouvelle fenêtre. Et cette fenêtre, je double-clique dessus. Je lui donne un titre, gestion des clients. Et ici, j'ai déposé plusieurs boutons. Bouton ajouter pour ajouter les clients. Après, j'ai ici fait un bouton, j'ai trop grossi, pardon, un bouton modifier, un bouton pour modifier le client, supprimer le client, un bouton pour voir les infos d'un client et un bouton pour lister les clients. Alors, bien évidemment, pour ne pas passer 3 heures à faire la vidéo, je n'ai pas prévu de champ de saisie pour ajouter, modifier, supprimer. Je n'ai pas prévu une table ou une zone répétée pour lister les clients. Je fais tout ça directement dans le code pour simplifier la démonstration. Alors, on va commencer par, au début, voir comment j'ajoute un client. Donc, avec le scénario numéro 1, celui-là, je reviens sur ma diapo. Scénario numéro 1, on fait ça classiquement avec simplement ce qu'on sait faire sans s'occuper de la programmation orientée objet. Donc, je reviens ici. Je vais voir ce que j'ai mis comme code derrière. Voilà, donc ici, pour que lorsque vous réutiliserez mon code dans un PDF, j'appelle ça le premier scénario, ajouter un client par procédural. Alors, qu'est-ce que je fais? Je déclare une variable le code, que c'est une chaîne. Je mets dedans un code au hasard qui contient des lettres et des chiffres. Et avant d'ajouter un client dans le fichier, parce que le code du client est une clé unique, je vais d'abord faire rechercher avec ce code-là, donc cette variable, je vais rechercher est-ce que le client existe ou pas, parce que si le client existe avec ce code, je ne vais pas rajouter. Donc je fais hashly recherche dans le fichier client sur la clé qui s'appelle code client dans le fichier, et je lui dis avec la valeur que j'ai valorisée ici, et je lui dis si tu le trouves pas, donc si c'est faux, là je peux rajouter mon client, et qu'est-ce que je fais? Donc je mets à blanc toutes les rubriques du fichier client,
Je les remplis une par une. Fichier client, le nom de la rubrique. Fichier client, nom de la rubrique. J'ai mis des noms au hasard. Et je fais H-ajoute. Et pour qu'on ait une trace de ce qu'il faut pas, je fais trace. C'est une petite fenêtre qui va s'afficher au développeur. Mais après, quand on voudra livrer l'application, il faut enlever ces traces. Alors, allons-y. Donc, ça, c'est tout simple. Normalement, vous êtes supposé le savoir. On utilise H-ajoute. Donc, en tant que développeur, j'ai le droit d'accéder directement à la base de données, en l'occurrence le fichier client. Alors, donc je suis sur la fenêtre, je vais tester avec le bouton Go en haut à gauche. Je fais Go et je clique sur le bouton Ajouter. Et vous voyez la fonction trace, elle affiche une petite fenêtre ici qui dit client ajouté ou pas. Alors maintenant, je fais semblant de vouloir rajouter le même client, donc avec le même code. Je clique et là, il trouve qu'il est déjà ajouté. Il me dit client non ajouté. Donc ça, c'est OK. Je vais aller voir quand même mon fichier client. Je retourne là. Je clique, je demande d'avoir pas WDMap. Et là, j'ai bien mon client dans le fichier. Je zoome. J'ai mon code, j'ai le nom et le prénom, j'ai l'adresse, etc., etc. D'accord? Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est le scénario numéro 2. Scénario numéro 2, on a dit que je vais créer un code, une classe, et que je vais éviter aux développeurs d'aller directement faire H-ajoute dans la base de données. Il n'utilisera que classe client. Alors comment je fais ça? Donc d'abord, je vais créer une classe. Alors j'ai créé deux classes. Une classe que j'appelle client bis. C'est la classe qui va déclarer les codes clients, le nom, etc., ce qu'on appelle les membres en public. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire par la suite une fois que vous aurez compris l'encapsulation. Je l'appelle client bis. C'est une classe que je ne vais pas garder. C'est juste pour illustrer que je peux faire de la programmation orientée objet, mais si je respecte pas les principes de l'encapsulation, c'est comme si ça ne sert à rien. Donc là, j'étais où? J'étais dans classe, à droite, là. J'ai fait clic droit et j'ai fait créer une classe. Comme ceci. Et là, je lui ai demandé de l'appeler client bis, B-I-S. Et ça a donné une classe comme ceci. Alors, je leur montre là. Hop. Donc là, client bis. Ne vous occupez pas de client, ça va être l'autre classe que je crée. Une fois que j'ai client bis ici, je double-clique dessus. Et regardez, il m'a donné que cette ligne. Client bis est une classe. Je me répète, client bis c'est une classe que normalement on va jeter après. J'ai rajouté public. Ça veut dire que tout ce que je déclare, les informations sur le client, pourront être utilisées par le développeur qui va utiliser ma classe en mettant code égal, nom égal, adresse égale, code postal égal. Il met ce qu'il veut. Donc s'il se trompe, j'ai pas le moyen de l'empêcher de mettre n'importe quoi, par exemple, dans le code client. C'est le fait que je mets ça en public. Et je me suis permis de rajouter une information ici qui s'appelle données OK, est un booléen. C'est-à-dire que je peux rajouter à mes classes un booléen qui, lorsque je vérifierai est-ce que les données sont bonnes ou pas, j'ai besoin de savoir pour la méthode ajouter, modifier, est-ce que je peux ajouter ou modifier. Donc, ça veut dire, je dis ça différemment, les développeurs qui créent des classes, ils créent les infos, les membres qui décrivent un client. Mais après, quand on veut ajouter ou modifier, chaque développeur, il a sa façon de savoir si les données sont bonnes ou pas. Moi, j'utilise cette façon de faire. Je crée toujours dans une classe un booléen que je mets à vrai, à faux. Et quand on appelle une méthode ajouter, modifier, je mettrai à vrai ou à faux. Pour l'instant, on en reste là. Qu'est-ce que j'ai fait après? Et une fois que j'ai créé ça, donc j'ai rajouté ça à la classe, j'ai été voir ma classe client bis, ici, j'ai fait clic droit et j'ai rajouté là-haut nouvelle méthode. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Et là, j'ai dit, je l'appelle ajouter. Alors, je vais pas cliquer sur OK parce que je l'ai déjà faite. Et le reste, je ne change rien, je laisse en public, etc. Je fais annuler. Et cette méthode, elle est venue s'ajouter quelque part ici. Vous allez voir, là.
Donc cette méthode, une fois qu'il a été, j'ai fait OK, j'ajoute, elle est venue ici. Alors dans la programmation orientée objet, on appelle ça une méthode, mais WinDev, tous les codes, ils les appellent des procédures. Donc vous voyez le mot procédure, mais si vous voulez raisonner avec le langage de la programmation objet, c'est une méthode parce que c'est une procédure qui n'agit que sur les clients, des objets clients, elle n'agit pas sur autre chose. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Eh ben, je vais tester un petit peu. Quand le développeur il va vouloir rajouter un client, je vais voir un peu ce qu'il va faire. Alors, je vais donc ne pas expliquer la méthode ajouter pour l'instant. Je vais aller voir le code du développeur qui va utiliser scénario numéro 2. Je reviens ici, je suis dans le code développeur. Ça, on a vu que c'était scénario numéro 1. Je vais le mettre en commentaire. Voilà, tout ça, je vais faire code commenter. Voilà, ici. Maintenant, j'ai prévu ici le scénario numéro 2, que je vais donc approcher. Scénario numéro 2, ici, je vais décommenter, par exemple, ceci. Je vais commencer par créer un objet à partir de la classe client bis. Donc, le développeur crée une classe. Après, pour créer un objet, il donne un nom qui veut. Ça peut être Toto, Titi, le client. C'est comme si je crée une variable, mais je lui dis pas que c'est une chaîne, c'est un booléen, etc. Je lui dis le nom de la classe. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un objet. On dit qu'on crée un objet ou un instancie la classe. Donc c'est une façon de WinDev de créer un objet. Une fois que je crée un objet, je le remplis. Donc je remplis les valeurs. Ici, tout ça, je vais le décommenter. Je clique dans code, dans décommenter. Alors, qu'est-ce que je fais? Le nom que j'ai donné à mon objet ici, le nom que j'ai donné à mon objet ici, je l'utilise à chaque fois et je fais point. Et WinDev va me montrer les membres, ce qui définit le client, et je mets ce que je veux. Je mets pareil le nom, l'adresse, etc. Ça, quand on déclare dans une classe que les membres, c'est-à-dire les infos du client, sont publics, le développeur peut faire égal et peut donc directement mettre ce qu'il veut dedans. C'est pour ça qu'on dit que on l'empêche pas, on n'a pas les moyens de l'empêcher parce que on a déclaré les membres, les informations du client en public. Et donc là, il met Olivier Dupont, etc., etc., etc. Et après, une fois qu'il a tout rempli, il va vouloir rajouter. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler la méthode ajouter. Et la méthode ajouter elle-même, elle est dans la classe client bis. Et maintenant, je vais voir. Donc ça, c'est le développeur qui n'a pas créé la classe. Lui, il fait que utiliser. Maintenant, la méthode ajouter doit faire quoi? Avant d'ajouter à la base de données, si on veut être sérieux, elle va regarder est-ce que les informations que le développeur a préparées sont bonnes ou pas avant d'ajouter. Donc vous allez voir maintenant, je vais retourner dans la méthode ajouter. La méthode ajouter, elle est dans la classe bis. Rappelez-vous, là je reviens dans la classe. Et dans la classe, il y a plusieurs codes ici. Si je veux directement aller à la méthode qui m'intéresse, je vais aller voir dans l'explorateur à gauche. Ici, je vais mettre sur ma classe qui s'appelle client bis. Je vois la méthode ajouter, je double-clique dessus et je suis là. Alors, le développeur, il a dit code client égale quelque chose. Regardez ce qui est fait la méthode ajouter. La méthode ajouter, elle travaille directement sur les membres. Les membres, c'est le code client. Je vais le montrer à gauche. Regardez-moi ici en bleu. Dans le dossier membre, le code client, il s'appelle la variable code, mais on appelle ça un membre. L'adresse, c'est une variable pour contenir l'adresse, mais on appelle ça un membre, et ainsi de suite. Donc, la méthode ajoutée, elle s'intéresse directement au code, et le code, c'est ce que le développeur a mis dedans. Ici, le développeur a mis AZ1003, mais quand il appelle la méthode ajoutée va travailler sur code et elle trouvera AZ101. Alors, je reviens à la méthode ajoutée. Qu'est-ce qu'elle va faire, la méthode ajoutée? La méthode ajoutée, elle va tester est-ce qu'il y a que des lettres et des chiffres.
Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je prends le code, donc ce qui m'a donné le développeur ici, je vais le mettre en presse et je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai fait avec ça. Je vais aller vous montrer une petite astuce si vous la connaissez pas. Voilà. J'ai besoin de parcourir cette chaîne de caractères, caractère par caractère, et chaque caractère, je regarde est-ce que c'est une lettre de l'alphabet ou est-ce que c'est un chiffre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai le droit de parcourir avec une boucle pour les caractères comme si c'était un tableau ici. Voilà, je vais demander à ce que tout le monde ici soit centré. Vous voyez, donc j'ai une chaîne qui contient ça, mais je fais un tableau qui dit pour tout caractère de 1, 2 et 3, et ça c'est comme si c'était un tableau avec les numéros de poste 1, 2, 3, 4, 5, 5 et 6. Voilà, et comme ça j'accède à A et je vérifie est-ce que c'est une lettre ou c'est un chiffre. Z, est-ce que c'est une lettre et un chiffre. Et à chaque fois que je trouve une erreur, je vais ici, donc je vais retourner là, dans la méthode ajoutée. Je vais faire une classe, une boucle qui dit pour i égale 1 à la taille de code. Si je regarde ici la taille, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai normalement 6 caractères. Vous voyez, j'ai AZ 1003, ça me fait 6 caractères. Donc la taille va donner 6, donc de 1 à 6. Et je fais quoi? Je prends chaque caractère avec cette écriture-là, code I. Au départ, je vais avoir A, après je vais avoir Z. J'ai une fonction, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, vous pourrez cliquer là-dessus et aller dans le web et demander à WinDev qu'est-ce que c'est que la fonction caractère type. Il y a une fonction caractère type et la fonction i-binaire qu'ils disent est-ce que le caractère est une lettre. Et si c'est une lettre, il me donne 0, il me donne 1. S'il me donne 0, c'est que c'est pas une lettre. Et je lui dis si c'est pas une lettre et est-ce que c'est différent de numérique. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de cette fonction. Vous pouvez demander de l'aide de la documentation de PC Soft pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et si je trouve que c'est n'est pas une lettre parce que ça donne 0 et que ce n'est pas numérique, je mets données OK égale à faux. Rappelez-vous ce que c'est que données OK. C'est que la classe que j'ai créée, regardez à gauche, ici dans les membres, en plus des infos, les membres qui décrivent le client, j'ai rajouté une donnée technique qui n'a rien à voir avec le client, qui s'appelle données OK, qui est un booléen. Donc à chaque fois que je trouve que quelque chose ne va pas, je mets données égale faux. Et là, il va parcourir tous les caractères. Et si il a trouvé que tous les caractères sont bons, il ne rentrera jamais ici. Et données OK, ça sera toujours vrai. Pourquoi ça sera vrai? Parce que lorsque je crée un client, je mets au départ données OK égale à vrai. Alors, comment ça se fait ici? Donc, à ce moment ici, là, l'endroit où je crée le client. Quand le développeur il fait cette ligne-là, le client est un client bis. Donc, ça, c'est le nom de l'objet qu'il donne. Dans la programmation orientée objet, dans une classe, il y a toujours une méthode qui est donnée par la programmation orientée objet, que le développeur le veuille ou pas. Et cette méthode, on appelle ça un constructeur. Je vous expliquerai ça plus tard dans d'autres vidéos, mais il faut que je vous en dise un mot tout de suite. À chaque fois que je crée un objet à partir d'une classe, WinDev va appeler une méthode, un code de la classe qui s'appelle constructeur et il exécute son code. Je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans. Donc là, quand on a créé une classe ici, j'ai créé tout ça ici. J'ai dit que je déclare une variable technique pour le client. Je regarde un peu dans les codes. J'ai ici un endroit qui s'appelle constructeur. Et à ce moment-là, moi, je peux donner ici données OK égale vrai. C'est-à-dire à chaque fois qu'on crée un objet, c'est ici. Voilà, dès qu'on crée un objet, le client est un client bis, WinDev va exécuter le code qui se trouve dans cette section qui s'appelle constructeur
j'ai dit que je vous en parlais après. Moi, je pars du principe que les données avant qu'on les vérifie, elles sont OK, sont cohérentes. Maintenant, quand quelqu'un appelle la méthode ajoutée, je vais rappeler la méthode ajoutée. Moi, à chaque fois que je trouve une erreur dans le code, je mets données OK faux. Et je vais dire que je peux faire la même chose. Il faut aussi qu'ici, la méthode ajoutée teste est-ce que le nom est bon, est-ce que l'adresse est bonne, etc., etc. Et à la fin, quand c'est fini, on regarde est-ce que toutes ces vérifications du code du nom, ça a donné OK égale à vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune erreur ni dans le code, ni dans le nom, ni dans l'adresse. À ce moment-là, la méthode ajoutée, elle va faire, je vais d'abord chercher est-ce que le code client qu'on me donne, il correspond à un client qui existe déjà. Et à ce moment-là, je dis donner OK égale faux. C'est-à-dire que je ne veux pas rajouter un client dont le code existe déjà. Vous voyez ici, je cherche dans le fichier client grâce à la clé code client et le code, c'est ce que contient l'objet. La méthode ajoutée ne dit pas d'où vient elle. La méthode ajoutée, elle est appelée pour l'objet qui a été créé par le développeur. Le développeur, je me rappelle, le répète plusieurs fois, il a créé un objet qui s'appelle le client. Il a mis dans le code AZ1003 et quand on appelle une méthode de la classe, cette méthode, elle sait qu'elle travaille avec l'objet qui s'appelle le client. Elle n'a qu'à citer l'attribut, elle trouvera AZ1003 automatiquement. Donc si on trouverait si le client existe avec son code, on n'ajoute pas. Sinon, eh ben on fait comme d'hab, ajoute client, donc je mets à blanc les rubriques, je remplis les zones et je rajoute les clients. Donc la méthode ajoutée fait tout un travail. Qu'est-ce qu'on a gagné ici malgré que c'est pas parfait? Regardez ce qu'il fait le développeur qui utilise la programmation orientée objet. Il crée une première instruction, je compte. Il crée un objet à partir de la classe. Il remplit les différents membres, c'est-à-dire les différentes valeurs. Et lui, il fait que appeler une méthode avec une seule ligne, mais la méthode ajoutée, elle peut contenir des centaines de lignes pour ajouter un client. Le développeur qui utilise la classe n'a pas à savoir où est-ce qu'on a stocké le client dans une base de données, dans un fichier Excel, dans un fichier texte. Il ne peut pas le savoir, il n'a pas à le savoir. Et quand il voudra le récupérer, eh ben, on fera le nécessaire pour le récupérer. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le développeur? Il peut savoir est-ce que ça s'est bien passé ou pas. Donc, je vais enlever tout ça, le commentaire. Qu'est-ce que j'ai prévu pour le développeur ici? Le développeur, il n'a qu'à tester la variable booléenne de l'objet qu'il a créé. Parce que la méthode ajoutée va le mettre à faux ou pas. Si la méthode ajoutée l'a mis le booléen à faux, donc ici on dit client n'a pas été ajouté. Si par contre est égal à vrai, on va passer dans le sinon, on fait client ajouté. Alors regardons voir. Qu'est-ce que j'ai dans le fichier base de données? Je rappelle, j'ai ici dedans un client qui s'appelle Ben Sliman Amin. OK. Maintenant, on s'apprête à rajouter grâce à un bouton ici Dupont Olivier. Donc, je teste la fenêtre. Je clique sur le bouton ajouter. On me dit client ajouté. OK. Je vais regarder, vérifier dans mon fichier. Clic droit, WNMAP. J'ai bien mes deux clients. Mais les deux façons de faire, déjà, c'est pas parfait, mais les deux façons de faire, je rappelle, ici, pardon, dans le bouton ajouter, ici, dans le premier scénario, le développeur, il a fait tout ça. Et c'est lui-même qui rajoute, etc., par programmation. H ajoute, vous voyez, on la ligne 18, etc. Mais le code, il peut être beaucoup plus grand que celui que je vous montre. Et dans la programmation orientée objet, il ne fait que appeler une méthode et il ne s'occupe pas de la base de données ni rien, c'est géré derrière. Mais ce scénario, il a un petit problème parce que je vais vous montrer, je vais rajouter un troisième client. Je vais quand même faire ici, maintenant, n'importe quoi, Toto, et je vais faire slash, 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 et par exemple, point d'exclamation. Et je vais appeler ça Charlie Chaplin. Je vais appeler ça, bon, ben, je vais appeler ça Toto, allez hop.
Toto, Michel. Juste comme ça pour le plaisir. Je change pas l'adresse ni rien. Euh, et normalement, la méthode ajoutée doit dire que ça va pas. Alors, je sauvegarde, je teste la fenêtre et je demande à ajouter. Regardez ici, client non ajouté parce que ma méthode ajoutée, elle a renvoyé le booléen donné OK faux. Alors, on résume ce scénario numéro 2. Scénario numéro 2, on crée une classe et en disant que les attributs sont publics. Donc, le développeur, il peut carrément, comme je l'ai fait ici, mettre n'importe quoi. Mais alors, à ce moment-là, il faut penser à chaque méthode. Ici, à chaque méthode, la méthode ajoutée dans mon cas, la méthode ajoutée ne doit pas oublier de tester la validité, la cohérence des données. Le problème, c'est que moi, je vous ai montré l'exemple avec juste le code. Mais si je devais faire le nom, l'adresse, le pays et tous voir la cohérence, je vais avoir un code de test énorme et la méthode ajoutée va faire un travail énorme pour tester. Imaginez maintenant que je vais m'occuper de modifier le client. Il faut que je fasse une méthode modifiée et la méthode modifiée, elle aura le même problème. Va avoir, il faut aussi qu'elle vérifie est-ce que le nom ne contient pas des données bizarres, est-ce que l'adresse. Donc je vais recommencer tout ça ou alors il faut que je fasse une procédure. Eh ben, la programmation orientée objet va dire on va faire mieux. On va pas laisser les méthodes vérifier toutes les données de l'objet client. Donc tout ça, on va pas ici, on va pas laisser une méthode ajoutée vérifier est-ce que tout est bon. La méthode modifier vérifie tout est bon. La méthode supprimer vérifie que le code est bon, etc. Il faut qu'on trouve un moyen de faire un code qui ne vérifie que le code client, un code qui vérifie que le nom du client et que ça soit automatique. Donc c'est le scénario numéro 3, cher ami. Ici, scénario numéro 3, je vais empêcher le développeur de faire code client égal. Il faut que je fasse autrement, il faut que je fabrique des méthodes ici qu'il faut que le développeur va appeler pour qu'elle vérifie toute seule. Alors allons-y pour ce code numéro 3, ce scénario numéro 3, pardon. Je ferme ça. Ici, je vais créer maintenant la classe client et pas client bis qui est vraiment la vraie classe et c'est comme ça qu'il faut créer vos classes clients, factures, commandes, bon de commande ou dans d'autres, par exemple, logiciel de shopping, articles, produits, paniers, etc. Ici, donc, je laisse tomber client. J'étais faire dans classe, clic droit, nouvelle classe. Et quand je m'en demandé non, là, je l'ai appelé client tout court. Je rappelle qu'une classe, il faut lui donner un nom au singulier. Client au singulier, facture au singulier. Vous voulez créer une classe fournisseur, vous faites fournisseur au singulier. C'est une norme énorme. Et donc, la classe client, quand je l'ai créée, regardez la différence. Donc, c'est client, c'est plus client bis. J'ai mis privé. Et Windev me dit on vous suggère de vos codes, vos attributs, pardon, je dis pas les attributs, les membres selon Windev. Les membres, je me répète plusieurs fois jusqu'à ce que vous compreniez bien. Les membres, ce sont les infos qui décrivent le client. Les membres code non, il faut leur rajouter petit m comme membre, underscore. C'est une convention. Et privé, ici, et regardez, j'ai tout mis ici. Mais une fois que j'ai fait ça, si je demande au développeur de commencer à créer des objets à partir de la classe client, il va créer l'objet, mais quand il voudra modifier mcode, il ne pourra pas parce qu'il fait égal, on lui montre pas ici le code. Je vais vous montrer ça. Imaginons que j'ai fait que ça. Je vais retourner dans ma classe client, dans la méthode ajoutée, et donc le développeur, il va utiliser le scénario numéro 3. Donc je vais d'abord mettre le scénario numéro 2 en commentaire. Ici, je vais le mettre en commentaire. Et ici, le scénario numéro 3. Imaginez donc ici
cette ligne 78, là, si je me dis, tiens, je vais faire un client, donc le nom de mon objet, et j'essaye d'avoir petit m, parce que là, dans la classe, regardez, dans la classe, j'ai le code à modifier qui s'appelle m underscore code. Quand le développeur, il fait point pour voir les membres, c'est-à-dire les informations sur le client, il n'a pas petit m quelque chose. Donc, on l'empêche de faire, par exemple, petit m code égal et met ce qu'il veut là-dedans. Là, quand je sauvegarde, WinDev va me dire je connais pas mcode. C'est ça qu'on appelle l'encapsulation. On a mis cette information, ce membre de la classe client en privé. Donc je l'enlève. Mais comment le développeur va pouvoir modifier le code? Et c'est là la subtilité. C'est là la subtilité. Je reviens dans PowerPoint. Je vous ai dit ici, en haut à gauche, j'ai appelé ça modifier code client, obtenir code client. Windows va me dire, je vous génère ce qu'on appelle une propriété. Regardez comment je vais faire ça. Je vais maintenant retourner dans la classe, donc celle-là, je l'enlève, la classe client, elle est là. J'ai mes membres ici, tous, et dans propriété, je vais faire clic droit, nouvelle propriété. Donc, je vais essayer de zoomer un peu dans cette partie-là. Donc, vous voyez. Là, ce sont les membres. Donc, ici. Là, je suis dans client bis, pardon. Je suis dans client tout court. Là, ici, ça s'appelle M quelque chose. Je vais prendre, donc je vais pas dans propriété, pardon, je prends dans les membres. Je prends un membre. Je veux créer, donc, une propriété pour accéder au code du client. Je clique droit et je lui dis générer la propriété. Dès que je fais générer la propriété, moi je l'ai fait. Qu'est-ce qu'il fait WinDev? Il va créer donc un ensemble de codes, mais comment il va les appeler? Il va appeler ça la propriété. Il va enlever le m underscore. Il va appeler une propriété qui s'appelle code tout court. Donc WinDev nous dit appeler les infos qui décrivent le client en privé m underscore. Après, vous venez faire pour chaque membre, chaque information du client, générer la propriété. Et là, regardez, tout de suite, tout seul, là, malheureusement, je ne peux pas zoomer. Tout de suite, tout seul. Donc, moi, comme j'ai déjà créé code IRAL, il me propose code, c'est-à-dire qu'il enlève le m underscore, il me dit c'est public, et il me dit est-ce que je vous génère un code pour lire le code client et un code pour écrire, c'est-à-dire modifier le code client. Si vous laissez les deux, il va vous faire deux codes, comme je l'ai montré ici. Modifier code client, obtenir code client à gauche. Donc, je laisse les deux. Je le laisse prendre ce nom-là parce que c'est la norme. Je fais annuler parce que je l'ai déjà fait. Et si je vais maintenant dans propriété et je regarde, j'ai ici une correspondance entre les deux. Regardez, mcode est privé, on ne peut pas le mettre égal et le modifier. Pour le modifier, il faut utiliser la propriété code qui va avec lui. La propriété code, elle est là. Et la propriété code, quand je double-clique dessus, en réalité, ce n'est pas une procédure et une seule. Il y a une section qui s'appelle code. WinDev continue toujours de parler de procédure, mais en réalité, c'est comme donc un petit code pour modifier. Regardez le titre là-haut. Récupération de la propriété code. Donc ça, c'est le code que je fais quand le développeur veut récupérer le code du client. Là, WinDev me fait déjà une ligne, dit on vous renvoie le contenu de l'information privée. Alors, le développeur, celui qui a créé la classe, il peut le mettre en majuscule, il peut rajouter au code quelque chose. On peut faire ce qu'on veut avant de renvoyer au client. Donc là, c'est pour renvoyer. C'est ce que les autres en anglais appellent ça le getter. Et ici, il y a une autre section de code. Affectation, ça veut dire modifier. Et donc là, ça porte le même nom, bizarrement, vous voyez, code et code. Et là, affectation, c'est que lorsque moi, je veux modifier le code, ici, moi, je vais récupérer dans une variable chaîne la valeur. Donc, quand le développeur utilise un objet,
et qui dit qu'ils mettent AZ 100 1003 par exemple, la propriété va recevoir ça dans une chaîne d'un variable de type chaîne qui est valeur, et elle va tester dedans. Alors, avant qu'on voit le code, donc je reviens ici. Donc, quand on fait une classe comme il se doit, je me répète, on déclare les informations qui décrivent le client ou autre chose en privé, on rajoute m underscore avant, etc. Éventuellement, vous pouvez faire comme moi, déclarer un booléen pour la cohérence des données. Et après, je répète, vous prenez un à la fois, un membre privé à la fois, clic droit, générer la propriété et vous laissez lecture-écriture et vous lui laissez le nom qu'il met ici. Vous faites OK. Vous faites pareil pour le code généré, pour le code postal et ça finit par vous donner comme ici, donc dans la branche propriété, des noms qui n'ont pas le m underscore, mais c'est donc des informations. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné par rapport au scénario numéro 2? Eh bien, ici, c'est que chaque information sur le client, elle est vérifiée par un code spécial. Ce code, cette procédure-là, ce code qui s'appelle code, ne s'occupe que du code client, ne vérifie que la cohérence des codes clients. Il s'occupe pas de l'adresse, ni du code postal, ni rien. Le nom, c'est pareil. Le nom, quand je vais mettre un nom, eh ben, le code qui vérifie le nom ne s'occupe que du nom, ne s'occupe pas des autres données des clients. Et donc là, vraiment, on spécialise les codes pour que la cohérence des données soit impeccable. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi, une fois que j'ai généré le code? Eh ben, générer les propriétés. J'étais dans la propriété code, dans la classe. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, quelque chose que vous connaissez déjà, dans affecté. Ben, j'ai copié-collé. Ici, j'étais dans la section affectation, c'est-à-dire que le développeur, il va me mettre un code dans l'objet client. Je le récupère dans une variable valeur et moi, le code que vous avez vu tout à l'heure, il est là. Je m'occupe que du code client, je fais une boucle et je dis que s'il n'y a pas une lettre ou un chiffre, je mets un faux. C'est tout. Et si vraiment je trouve qu'il n'y a pas d'erreur parce que j'ai parcouru tous les caractères du code sont bons, donc sont vrais, à ce moment-là, je prends ce que le développeur a donné au code et je le mets dans la variable privée de l'objet qui est mcode. Mcode égale valeur. Sinon, mcode, elle sera vide parce que je fais rien. Maintenant, regardez, je vais rajouter quelque chose. Je veux aussi tester le nom. Eh ben, je vais avoir la propriété nom. Et la propriété nom, dans la section affectation de la propriété nom, qu'est-ce que j'ai fait? Là, je reçois toujours dans une variable. Vous voyez la propriété, elle s'appelle nom. Mais attention, ne pas se tromper de section. Récupérer nom. Moi, je veux, quand ils veulent me modifier le nom du client, je récupère le nom du client du développeur dans valeur. Et là, je parcours le nom. Ce n'est plus le code. Et le nom, ce que je veux, c'est que je veux ici que ça contient que des lettres, ou alors un espace, ou alors un underscore, c'est-à-dire le tiré du 8. Et là, je dis, est-ce que c'est une lettre? Non, est-ce que ce n'est pas une lettre? Ça renvoie 0. Ou alors c'est différent d'espace, et c'est différent aussi de underscore. À ce moment-là, je mets données, OK, égale à faux. Et si jamais j'ai bouclé sur tous les caractères du nom et que j'ai donné égal à vrai, ça veut dire que tout va bien. À ce moment-là, le nom qu'a donné le développeur au client, je le mets dans la valeur privée. Et je pourrais faire la même chose pour l'adresse, pour le code postal, pour la ville, pour le pays. Je ne l'ai pas fait ici parce que ça serait trop long. Le but, c'est de vous comprendre que protéger les propriétés, les informations sur le client, c'est les rendre privées. Et de créer des propriétés, c'est l'encapsuler. Maintenant, que va faire le développeur? Le développeur, ah oui, alors j'ai oublié quelque chose, pardon. Cette nouvelle classe client, il faut aussi lui rajouter la méthode ajouter. Donc ici, parce que je suis plus dans la même classe, je vais réduire la branche membre, je vais réduire la branche propriété et j'ai fait donc dans la classe client, clic droit, ajoute nouvelle méthode et je l'ai appelée ajouter. Je l'ai laissé tout le reste par défaut. Elle est venue s'ajouter ici.
Regardez ce qui est extraordinaire maintenant. La méthode ajoutée qu'on appelle, elle n'a plus du tout à s'occuper de vérifier est-ce que le code est bon, est-ce que le nom est bon, est-ce que l'adresse est bonne et pas, parce que le développeur qui va utiliser la classe, à chaque fois qu'il modifie le code, c'est la propriété code qui se charge de vérifier la cohérence du code ou pas. Quand il va modifier le nom du client, c'est la propriété nom qui va s'occuper de savoir si le nom est cohérent ou pas. Et la méthode ajoutée n'a qu'à tester est-ce que tout ça c'est cohérent avec le booléen vrai. Elle n'a plus qu'à ajouter le client. Donc la méthode ajoutée devient beaucoup plus réduite. Elle n'a pas à s'occuper à contrôler toutes les informations du client. Alors maintenant, je reviens chez le développeur qui va rajouter un client façon troisième scénario, c'est-à-dire la vraie programmation objet. Donc ici, scénario 1 et 2, tout ça on le laisse. On vient dans scénario 3. Voilà, il déclare un client, il crée un objet, donc il instancie, mais à partir de la classe client, il n'est plus la classe client bis. Donc ici, il a fait ça. Regardez ce qu'il fait maintenant. Il fait point code parce que il ne peut pas faire point M, donc il n'appelle pas l'attribut, le membre privé, il appelle la propriété, il met égal. Et dès que cette ligne 79 va être exécutée, qu'est-ce qu'il va faire Windev? Il va regarder le code qu'on appelle affectation de la propriété code et le code de la propriété code, il va vérifier est-ce qu'il y a des caractères bizarres, il va mettre données OK égale à faux ou vrai selon est-ce qu'il aime ou il n'aime pas le code. Après, le développeur, il va dire je change le nom. Et ben, dès qu'on met le nom de la propriété Bernard Richard, il y a un code de la propriété qui s'appelle affectation nom qui va vérifier qu'il n'y a que de l'alphabet, que ou alors un espace ou alors un underscore. Il va dire donner OK égale à vrai ou pas. Et après, je pourrais continuer donc à donner, moi j'ai pas donné l'adresse, mais si je mettais l'adresse, il faut vérifier l'adresse, etc. Et après, le développeur, il a qu'à tester, est-ce que l'objet pour lequel j'ai changé le code et le nom, est-ce que les données sont cohérentes? Et à ce moment-là, il appelle la méthode ajoutée, mais cette fois-ci, nouvelle façon de faire, qui est la méthode qui va être beaucoup plus simple et qui renverra c'est vrai ou faux. Donc rappelez-vous, là, je vais rajouter un client qui s'appelle Bernardo Richard. Alors, je regarde si j'ai tout décommenté, si j'ai rien laissé. J'appelle la fenêtre client et je vais donc, lorsque je vais faire la méthode ajoutée, ça va appeler la classe client et la façon la plus adéquate pour ajouter un client. Je fais ça, on me dit client ajouté. Ok, je vais voir dans mon fichier réellement, est-ce que ça l'a ajouté ou pas. Je l'ai fermé, donc je vais retourner dans l'analyse, clic droit sur mon fichier client, WDMap, et regardez voir, Bernardo Richard, il est là, ça a été rajouté, mais d'une façon très propre. Alors j'espère qu'à ce niveau-là, je sais que c'est très compliqué au début la première fois, vous commencez à prévoir, à percevoir ce que c'est que de protéger les données pour qu'un développeur ne met pas n'importe quoi dans un client, dans une facture. Vous devez refaire éventuellement ce code-là chez vous tranquillement en créant un projet, etc. Me poser des questions. Alors, ce que j'ai rajouté ici pour qu'on se comprenne bien, en plus, c'est dire, tiens, et si je voulais modifier le client? Donc là, code client, pour modifier un client, il faut que je rajoute à ma classe une méthode client. Donc là, regardez ma classe client, j'ai fait clic droit, nouvelle méthode, et je lui dis, ça s'appelle modifier, je laisse tout par défaut, et ça a donné une méthode ici. Donc, méthode, rappelez-vous, c'est une procédure, mais qui est liée à une classe. Donc, la méthode modifier ne travaille que sur les clients. La méthode ajoutée travaille que sur le client. Je regarde le code du modifié. Cette classe modifiée, on l'appelle à partir d'un objet et on met un code. Donc normalement, le développeur qui va appeler la méthode modifiée, il a déjà mis un code à l'objet client. Donc la méthode modifiée va être appelée, elle va dire est-ce que
le code est bon. Donc elle fait juste ça et elle va rechercher est-ce que le client n'existe pas. On ne peut pas modifier un client qui existe. Si le client n'existe pas, par les recherches dans le fichier client sur la clé code client avec le code que le développeur a valorisé avant d'appeler la méthode modifiée. Si c'est faux, on va dire le client n'existe pas, on ne peut pas le modifier. Sinon, là, je fais semblant de modifier que le nom, mais j'aurais pu rajouter l'adresse, etc. À ce moment-là, si le fichier client, base de données, sa rubrique nom de client, on met le nom, et on fait hmodifie, et on dit que le client est modifié. Alors, il faut que maintenant, une fois que la méthode modifiée existe, on va voir comment le développeur il va faire. Le développeur, dans le bouton modifier, va de nouveau créer un client qui va appeler comme ça. Alors attention, moi j'ai fait des tests, ce client n'existe pas, donc il faut que j'aille dans le fichier du client. Et à chaque fois que je ferme, je devrais les laisser ouverts. Fichier base de données, je vais prendre un code qui existe. Par exemple, je vais remplacer Dupont-Olivier par un autre nom. Donc je vais prendre le code de Dupont-Olivier, je le mets dans le presse-papier. Et le développeur ici, il va créer un client. Il va dire c'est le client qui a ce code-là. Je vais remplacer son nom par Charlie Chaplin. Il se contente d'appeler la méthode modifiée. Là aussi, je me permets de vous rappeler que le développeur qui utilise une classe, le code devient très facile. Surtout ici, il appelle juste une méthode. Et cette méthode va travailler directement sur ce que le développeur a mis avant dans les membres de l'objet. Donc on y va, on va remplacer, on a dit ici Dupont-Olivier par Charlie Chaplin. Alors on y va, je vais tester la fenêtre, je reviens dans la fenêtre, je teste avec le bouton gauche, je clique sur modifier, on me dit client modifié. Je ferme, je reviens dans mon fichier, je vais faire édition rafraîchir pour mettre à jour et regardez ici, ça a modifié Charlie Chaplin. Ce même Charlie Chaplin, je vais le supprimer. Donc ici, j'ai créé dans la classe client la méthode supprimer. Clic droit sur client, nouvelle méthode, je l'ai appelée supprimer, j'ai laissé tout par défaut. La méthode supprimer, elle aussi, elle dit si on m'appelle, c'est qu'on a rempli un objet client qui m'appelle par le code. Est-ce que les données sont cohérentes? Et elle dit, elle, la même chose, elle recherche dans le fichier client si le client existe avec le code de l'objet. L'objet, il a donné un code. S'il n'existe pas, il faut râler en disant on ne peut pas supprimer un client qui n'existe pas, sinon on le supprime. Alors, attendez, attention, je fais des démonstrations simples. En réalité, dans une application professionnelle, avant de supprimer, il faut demander la confirmation. Et je rappelle, pendant que j'y suis, les traces que je fais ici, c'est juste le développeur qui fait une espèce de débugage. Il veut savoir s'ils fonctionnent, mais il faut les enlever. Parce que lorsque on utilise des classes, ça peut être dans des applications qui n'ont pas d'interface graphique. Un programme qui tourne la nuit à 3 heures du matin pour faire de la comptabilité, faire quelque chose, il ne peut pas afficher des choses. Sur un écran, il n'y en a pas. Donc, il faut les enlever. OK. Alors, développeur, maintenant, il veut supprimer. Il y a la méthode supprimer. Le développeur, il fait ça. Il crée un client, il l'appelle comme il veut. Et il lui donne ce nom-là. Donc, moi, je vais prendre un autre code ici. Ah, j'ai encore fermé. Hein. Nom de Dieu, j'arrête pas de fermer le fichier. Donc, je veux supprimer Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, il a ce code-là. Je prends. Là, je le laisse ouvert. Ici, je reviens dans le développeur. Le développeur, il veut faire Charlie Chaplin. Je rappelle que dès que le développeur, il fait le nom de l'objet pour un code, ici, vous êtes d'accord avec moi? D'accord avec moi qu'il y a un code ici qui va vérifier qu'il n'y a que des caractères et des chiffres. Ce qui fait que la méthode supprimée, quand elle fait le test if donné OK égale vrai, c'est parce que ça a été validé par le code de la méthode. Alors le développeur, encore, il ne fait qu'une seule ligne et ça supprime. Je teste. Je clique sur supprimer.
client n'existe pas. AZ1, est-ce que j'ai donné 1003? Est-ce que j'ai donné le vrai nom? 1003 et ma méthode client. Ah oui, donc ça, je sais pourquoi, parce que dans ma classe client ici, dans le constructeur, je remonte. Donc le constructeur client, il est ici, c'est OK. Alors ici, ma méthode supprimée, pourquoi il me dit qu'elle ne trouve pas? Fichier client, il faut que je rafraîchisse. C'est bien celui-là, Chaplin. Alors, je vais faire un petit débugage parce que j'ai dû modifier quelque chose pendant que je faisais la démonstration. Je fais ça ici. Je reviens là, dans le code du développeur. Développeur, j'ai bien donné ça. Quand je vais appeler la méthode supprimer, ça va s'arrêter à l'intérieur de la méthode et je vais voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors, j'y vais. Ça, c'est les problèmes du direct. Je clique sur supprimer. J'arrive ici. Alors, c'est égal à vrai. Donc, normalement, les données sont cohérentes. J'avance un petit peu. Ici, je rentre bien un Z. C'est faux. Ah non, normalement, ça devrait supprimer. Donc, normalement, je fais continuer. On me dit client supprimé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je reviens dans mon fichier derrière. Je fais rafraîchir. Et on voit bien qu'il n'y a plus de Charlie Chaplin ici. OK. Alors maintenant, on va continuer rapidement. J'ai créé un bouton pour que on puisse demander de voir la fiche d'un client. Alors, je ne vais pas montrer la fiche, je vais montrer juste que je récupère le nom. Donc, j'ai été dans ma classe client, j'ai créé de nouveau une méthode qui s'appelle consulter. Elle est là. Donc, j'ai fait client, nouvelle méthode, consulter, et consulter ici. Pareil, elle se demande est-ce qu'on a donné un bon code. Donc, alors ça, normalement, je devrais l'enlever d'ici, parce que c'est dans le constructeur. Donc, elle se demande simplement, ici, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Ici, je dois dire si données égale à vrai. J'ai oublié un petit bout de code, pardonnez-moi. Et si les données sont cohérentes, on va pouvoir aller chercher. Voilà. Ici, donc, la méthode consulter, elle dit des données OK, c'est-à-dire qu'on a donné un code client qui ne contient pas des caractères bizarres. Et si c'est oui, j'essaye de décomposer là pour que vous voyez le tout. Je recherche le client avec le code que le développeur a donné. Et si c'est vrai, donc, on va, à ce moment-là, je suis dans quoi ici? Je suis dans consulter, oui. Si on a trouvé le client, donc on va mettre dans le même objet. Donc le développeur, il modifie juste le code de l'objet et la méthode consulter va remplir les autres informations du même objet. Le nom, elle va mettre ce qui vient du fichier nom du client, dans l'adresse du client, etc., etc. Si elle n'arrive pas à trouver, c'est qu'on veut consulter un client qui n'existe pas, ben elle met données OK égale à faux pour que le développeur s'en rende compte. Je reviens chez le développeur. Le développeur, donc ici, donc c'est dans le bouton en petit vert pastel la fiche client. Là aussi, il va faire un code très facile. Il va déclarer une variable. Client recherché est un client. Alors, il faut que je lui donne un client qui existe. Je vais prendre par exemple Bernardo Richard. Ici, je prends le code de Bernardo Richard. Tac. Je vais venir ici, lui dire je veux faire Bernardo Richard. Je me répète, dès que cette ligne est exécutée, il y a une méthode derrière, c'est une propriété, elle a un code qui vérifie est-ce qu'il y a que des lettres et des chiffres. Elle va mettre la variable booléenne donnée OK à vrai parce qu'on n'a pas de caractère bizarre. Ce qui fait que lorsque j'appelle la méthode consulter, elle va trouver que le donné OK booléen est égal à vrai. Elle va remplir le nom et l'adresse
du même objet client recherché. Et là, qu'est-ce qu'il fait le développeur? Il dit est-ce que donner OK égale à vrai? Ça veut dire est-ce qu'on a pu trouver le client? Et là, moi, pour montrer la démonstration, je vais juste afficher, grâce à une boîte de dialogue, client, espace, je rappelle le code et je change de ligne avec RC et j'affiche le nom. Or, nous, on va chercher avec le code AT436 et je devrais afficher Bernardo Richard. J'essaye. Je lance. Je clique sur fiche client, si la souris veut bien. Et regardez, je récupère client AT430, c'est Bernardo Richard. Ça marche. Ce qui est avantageux, vous commencez à le voir, c'est que toutes les méthodes qui concernent les clients sont concentrées dans le même fichier, dans la même classe client. Il reste une dernière petite chose qui est très sympathique aussi, c'est que parfois, il nous faut créer des méthodes qui ramènent des informations pas sur un client, mais sur plusieurs objets de la même classe. Ici, pour nous, dans notre exemple, c'est plusieurs objets. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'afficher tous les clients de ma base de données, par exemple dans une liste, dans un PDF, etc. Moi, je vais les mettre juste affichés dans une petite fenêtre. Comment on fait ça? Et ben là, ce que je vais faire, vous allez voir, je vais créer une méthode que je vais appeler liste. Donc, je clique sur ma classe client, ici. Je fais clic droit à nouvelle méthode, mais il y a une petite particularité. Je vais l'appeler liste. Alors, il va râler parce qu'elle existe déjà. Mais ici, surtout, il faut cliquer sur global. Là, j'ai coché global dans la méthode que j'ai créée. Là, il râle parce que ma méthode existe déjà. Je clique sur global. Global, ça veut dire une méthode qui ne fait pas quelque chose sur un objet client, un client particulier. Elle fait des choses en général. Ça peut être sur compter les clients, ça peut être lister les clients, etc. On appelle ça une méthode globale. Ou dans les autres langages de programmation, on appelle ça une méthode statique. Donc, j'ai cliqué sur global, j'ai fait ajouter. OK. Et là, je vous montre ce que ça a donné. Quand je l'ai validé, ça a donné surtout ce mot-là. Donc, global, ça veut dire que je m'attends pas dans cette méthode-là, dans cette procédure-là, je m'attends pas à avoir un code client, un autre client, parce que ça ne concerne pas un objet. Alors ici, je vous explique en français ce que c'est qu'une méthode, tout ça, vous lirez tranquillement. Alors, qu'est-ce que je fais ici? On serait tenté de vouloir renvoyer une chaîne avec des séparateurs pour, si on a 1000 clients, les renvoyer. Maintenant, la programmation à objet, elle est très puissante. Je peux renvoyer un tableau d'objets clients. Regardez ce que je fais ici. Je dis que table client est un tableau de quoi? Pas de chaîne, pas de booléen, pas de numérique. C'est un tableau d'objets clients. Donc, je vais renvoyer au développeur qui m'interroge, donc qui m'appelle la méthode liste, un tableau d'objets clients. Et chaque élément du tableau contient un objet avec le code, le nom, l'adresse, etc. Et qu'est-ce que je fais? Je parcours tout le fichier client. Donc ici, je vais rajouter un commentaire. Parcours du fichier client dans la BD, dans la base de données. Je fais pour tout client sur nom client, que je sois trié sur le nom des clients. Nom de client dans mon fichier, je l'ai mis avec clé au doublon, donc un index, c'est déjà trié par le nom, ça va vite. Et qu'est-ce que je fais? À chaque fois que je prends un client, nous on a deux clients ici, vous voyez? Je vais rafraîchir. Oui, on a Ben Slimane Amin et on a Bernardo Richard. J'ai deux clients, mais je peux en avoir 1000, 2000, 3000. Ici, je crée un objet en mémoire que j'appelle CL, comme le début client est un client. Et à chaque fois que je parcours ce tableau, je lui dis l'objet que je crée sans code, je prends le code qui vient du fichier client et le nom, je mets le code et j'aurais pu rajouter toutes les autres informations, l'adresse, etc. Et qu'est-ce que je fais? L'objet que j'ai créé avec le code et le nom, je le rajoute au tableau qui est ici, tableau des objets clients. Et ainsi de suite, je passe au deuxième client, troisième client. Et à la fin, quand j'aurai rempli mon tableau de plein d'objets, je renvoie le tableau au code qui m'appelle. Renvoyer table client. Donc j'ai une méthode qui renvoie quelque chose.
Alors que tout à l'heure, les méthodes ajouter, modifier, supprimer, elles renvoyaient rien, elles faisaient leur job. Maintenant, allons voir ce qu'il va faire le développeur dans le bouton liste client qu'il a ici en mauve. Code. Eh ben, le développeur, il doit savoir que la méthode va lui renvoyer un tableau. Lui-même, il prépare un tableau qu'il appelle les clients, tableau d'objets clients. Alors, je fais une petite explication que vous lirez. Et qu'est-ce qu'il fait? Je vous explique ça par la droite. Il commence par appeler la méthode list. Mais regardez, une nouveauté, je le dis ici. Quand on crée un objet et on appelle la méthode pour cet objet-là, quand par exemple j'ai créé un objet et je voulais rajouter un client, j'ai tapé le nom de l'objet, point, le nom de la méthode. Par exemple, si j'ai appelé le client ce client et que je veux l'ajouter, je fais ce client, point, ajouter. Mais quand je veux appeler une méthode qui ne concerne pas un objet, un client, mais qui concerne plusieurs clients ou tous les clients, à ce moment-là, on ne met pas ici le nom d'un objet, on met le nom de la classe, que je vous m'explique ici. Donc ça aussi, petit à petit, ça va rentrer. Là, ça vous fait plein d'informations que je vous donne. Donc j'appelle une méthode globale, je donne le nom de la classe, le nom de la méthode, elle va renvoyer un tableau de clients et le développeur le reçoit lui-même dans un tableau de clients, d'objets clients. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va parcourir et fait ce qu'il veut avec. Moi, simplement, je déclare une variable chaîne parce que je veux juste faire une petite démonstration. Cette variable chaîne que je mets à vide et je lui dis à chaque tu parcours le tableau des objets et chaque objet que tu prends, tu l'appelles à l'intérieur de la boucle petit CL, je peux l'appeler comme je veux. Donc là, chaque fois que je prends un client, parmi les deux, je l'appelle CL. Et je prends ma variable chaîne et je lui rajoute le nom et je lui dis changer de ligne. Et je prends le deuxième client, il s'appellera aussi CL et je prends son nom et je le rajoute là-dedans. Pardon. Et à la fin, quand j'aurai mis dans ma chaîne de caractères tous les clients, je les affiche avec une boîte de dialogue. Allons voir. Je clique sur liste des clients et regardez, je récupère 26 Manamine et le fameux RC changé de ligne, je Bernardo Richard. Si j'en avais 1000, j'aurais affiché 1000. Bien évidemment, dans une vraie application, ça sera affiché dans une interface graphique. Un tableau, une zone répétée, etc. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous reste à voir que quand j'ai dans une vraie gestion commerciale beaucoup de classes, clients, factures, commandes, etc. Je rappelle que client bis, il faudra la supprimer à la fin parce que si j'utilise pour la démonstration. Dans la programmation orientée objet, qui a été donc proposée par une méthode anglo-saxonne qui s'appelle UML, on a prévu de faire un schéma pour représenter les classes. Rappelez-vous, là, pour le schéma de la base de données, on appelle ça le schéma relationnel, il y a un schéma, ça, WinDev permet de faire les différents fichiers, les relier entre eux. Et ben pour relier les classes et les montrer graphiquement, on a ce qu'on appelle le diagramme des classes. Donc regardez tout en bas, là où vous avez l'habitude de passer du projet vers la base de données, etc. Il y a une icône toute petite qui s'appelle Analyse UML. Je clique dessus. Et là, je peux lui demander de me créer une analyse UML. C'est quoi? UML, ça propose plusieurs diagrammes qui représentent une application. Et parmi ces plusieurs diagrammes, il y a un diagramme qui s'appelle diagramme de classe. Et je peux représenter toutes les classes que j'ai créées graphiquement au lieu de les voir simplement. Donc ici, j'en ai pas. Je vais cliquer en haut sur clic en bleu, cliquer ici. Et là, on me dit modification, etc. On me dit ici, voilà, hop, on me crée à partir de mes clients que j'ai, de mes classes que j'ai dans le fichier. Vous pourrez, moi je l'ai fait plusieurs fois, quand vous le ferez vous de votre côté pour la première fois, et vous dira, est-ce que vous voulez créer les classes par rétro-ingénierie? Rétro-ingénierie, ça veut dire que vous avez codé les classes à la main, et elles existent déjà dans l'explorateur de projet, et quand vous acceptez, il va aller les chercher et les représenter graphiquement. Regardez client bis qu'on a jeté, il y avait que les membres, ce qui décrit le client.
Quand c'est public, il les met en vert. Et regardez client à droite. Quand c'est privé, il les met en rouge pour dire on ne peut pas accéder directement. Maintenant, ici, dans client bis, il n'y a que le méthode ajoutée. Et au milieu, il n'y a pas de propriété, donc il n'y a rien. Et la classe, donc la plus complète, c'est celle-là. Je vais l'agrandir encore plus. Et vous voyez ici, il y a plusieurs méthodes. Donc c'est pas, ah oui, donc là il s'est trompé parce qu'il a repris des choses. Normalement ici, vous devez pas avoir get code, set code, vous devez avoir code tout seul, nom, etc., etc. Donc à ce moment-là, et au moment où il m'a proposé de remodifier, il est revenu dans une version de démonstration ancienne. Donc sachez pour simplifier que UML par la suite va vous proposer de créer un schéma qui s'appelle le diagramme de classe qui va vous permettre donc je cherche les propriétés, oui, ils sont là, normalement, regardez, les propriétés, elles s'appellent adresse, etc. Et là, il a été me chercher une version du schéma qu'il a, qui est ancienne, donc normalement, il devrait montrer ici code, etc. Ok, ça c'est pour le diagramme, parce que quand on a plusieurs classes, c'est mieux d'avoir une vue comme ça, de l'imprimer, etc. Alors maintenant, avant de se quitter, ce que je vais vous proposer, c'est de réviser rapidement avec des questions ce qu'on vient de voir. Et vous avez la question et la réponse. Moi, je vais juste afficher quelques secondes et vous ferez des pauses sur la vidéo pour bien comprendre la réponse. Je commence par une question. Est-ce que la classe et objet est-ce la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Une classe, c'est l'ensemble des infos et des codes qui permettent de créer des objets. C'est un fichier qui est stocké dans le dossier du projet. C'est ce qu'on vient de voir. L'objet, ce sont des infos en mémoire créées à partir de la classe. Un objet disparaît de la mémoire dès que le code qui le crée se termine. Donc, quand on fait de la programmation objet, on crée des objets en mémoire. Vous devinez bien que si vous ne stockez pas les infos dans une base de données ou dans un fichier, ça disparaît, on les perd. Dès que le code qui a créé l'objet s'arrête, par exemple un clic de bouton, eh ben, on a créé un client à l'intérieur du clic bouton. Dès que le code du clic bouton se termine, l'objet en mémoire disparaît. Autre question. De quoi se compose un objet? Il se compose des infos qui décrivent l'objet. Notre exemple, code client, nom de client. Dans la programmation objet, on appelle ça les membres. Et il faut les déclarer en privé pour les protéger. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On les déclare en privé et on crée des propriétés. Qu'est-ce qui contient encore un objet? Les codes qui permettent de remplir ou lire les infos de l'objet. Et ben, dans la programmation orientée objet, on les appelle les propriétés. Et une propriété qui remplit une info, vérifie la cohérence, on l'appelle en d'autres langages un setter. Donc là, quand je modifie, en réalité, c'est to set, un setter. Par exemple, en Java, en C#, on appelle de setter. Et une propriété qui permet de lire une info, on l'appelle dans les autres langages un getter. Autre question, de quoi se compose un objet? Eh ben, non, c'est la suite, pardon. En plus des membres et des propriétés, les codes qui font quelque chose sur un objet. Par exemple, on a ajouté un client, modifié un client, on appelle ça les méthodes d'objet. Parce que quand je fais appeler ajouter, ça travaille sur un client à la fois, donc un objet à la fois. Il y a aussi en noir les codes qui font quelque chose en général sur les objets. Dans notre exemple, je viens de vous montrer la méthode listée. On la déclare en global, donc en statique, comme dirait Java ou C#. Donc en programmation objet, on les appelle comme ça, global ou statique. Et un objet, ça contient d'autres choses, constructeurs, destructeurs et plein d'autres choses que je vais vous préparer dans les vidéos à venir. Et autre question, un objet est stocké où? Il est créé en mémoire. Dans notre exemple, le code des clics d'un bouton, on a créé les objets. L'objet est détruit automatiquement par le système à la fin du code qu'il a créé. Il y a très très longtemps, quand la programmation objet a commencé, elle a commencé par plein de langages. Et un des langages phares qui a bien fait connaître la programmation objet, c'était le langage C++. Et les développeurs à l'époque, quand ils créaient beaucoup d'objets en mémoire, et les PC et les Mac, etc., ils avaient des petites mémoires en mégaoctets, pas en gigaoctets, quand ils saturaient la mémoire et leur programme, par un moment donné, plantait, parce qu'il y a un message système qui disait saturation de la mémoire, ça plantait. Et il fallait que les développeurs de C++ passent leur temps à eux-mêmes supprimer les objets dont ils n'ont pas besoin. Depuis,
on a fait des langages un peu plus évolués, les C Sharp, les Java, etc. Et on a fait un système qu'on appelle le garbage collector. Garbage, ça veut dire poubelle en anglais. Dès que, par exemple, je crée un client dans le bouton ajouter, l'objet client, j'en ai fini. Moi, le développeur, je ne fais rien pour le supprimer. C'est ce système de garbage collector qui dit on n'en a pas besoin, je le supprime. Pardon. Et du coup, ça libère la mémoire. Si vous voulez garder les infos d'un objet parce qu'il va disparaître tout seul, bah avant de sortir du call, bah vous le stockez, comme nous on l'a fait pour ajouter un client, modifier un client, stocké dans une base de données, dans un fichier. On appelle ça la persistance. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'on relance l'application, si on veut retrouver le client, on va aller lire la base de données, on va recréer un objet, on lui remet les infos dedans et on retrouve notre objet. Qui crée une classe? Bah, dans une petite application, c'est le même développeur qui veut développer en PO et il va créer une classe, il va l'utiliser comme je viens de le montrer. Mais dans une grosse application, ça va être deux équipes séparées. Une équipe développeur qui crée toutes les classes de la grosse application et va les tester avec différentes méthodes, etc. Est-ce que l'encapsulation marche? Est-ce que les méthodes marchent? Et après, elle va les proposer à une autre équipe qui va créer l'application en utilisant des objets à partir des classes créées. Cette deuxième équipe de développeurs, si elle s'occupe de la partie interface graphique d'un site web ou une application mobile, c'est ce qu'on appelle les développeurs front office. Ceux qui s'occupent que vraiment de la partie graphique, la partie visuelle avec les utilisateurs. Ils n'ont pas à savoir comment ça marche avec la base de données, comment ils se font les calculs, etc. Comment partager les classes entre applications? Eh ben, une classe est un fichier stocké dans le projet qu'il a créé. Je vous montre un petit peu, moi, ce que j'ai. Ici, je vais aller retrouver mon projet. Mon projet, il est là. Encapsulation est là. Je ne sais pas si je peux zoomer ici. Ici. Je vais lui dire de montrer ça en affichage en détail. Et je ne sais pas si vous voyez ici, non, il m'a fait ça ici. J'ai ici un fichier client. Donc, c'est un petit fichier d'un certain type, etc., selon Windows. Et je reviens ici. Un autre projet peut importer ce fichier classe à partir du projet qu'il a créé. C'est totalement déconseillé. C'est-à-dire dans Windows, je peux venir ici quand je suis dans l'explorateur de projet et que je vais sur la branche ici classe. Je peux faire clic droit et je peux dire importer un fichier WDR ici. Et donc, dans un deuxième projet, il va aller chercher dans le projet d'origine le fichier classe, il va l'importer, il va le copier dans le nouveau projet. On vous dit que c'est déconseillé parce que il n'y aura pas une synchronisation entre le fichier d'origine et le fichier copié. Si le fichier d'origine a été amélioré, vous n'aurez pas la mise à jour. Et en plus, les autres applications qui l'importent, ils voient le code source de la méthode ajoutée, modifiée. Ils peuvent le modifier. Des fois, ceux qui ont créé les classes n'ont pas envie que les autres développeurs voient le code source et le modifient. Ça peut être des règles secrètes de fabrication, etc. On n'a pas envie de les montrer. Quelle est la solution? Quand vous voulez vraiment partager des classes avec les autres applications de votre entreprise, ou vous les vendez à d'autres entreprises, à ce moment-là, le mieux, c'est de créer un projet de type composant externe et mettre les classes dedans, générer le composant, et après, les autres applications, elles vont importer les composants. Je vous montre rapidement comment il faudrait faire, mais sans créer le composant jusqu'au bout. Je vais lancer Windows. S'il veut bien ici, j'ai trop de choses. Ça, c'est quoi? Ça, je ferme. S'il me laisse faire. OK. Ici, ça, je ferme. Ici, il me laisse pas lancer Windows pour l'instant. Ça, je vais fermer aussi pour que ça me fasse de la place. Ça, je vais fermer aussi. Ça, je ferme, voilà. Ça, je ferme ici. Non.
Alors, je vais faire différemment. Je vais faire ici, WinDev, et je lance WinDev pour ne pas toucher à mon projet. Donc, je fais semblant de créer donc un projet externe. Je viens ici, je fais créer un projet. Et le choix, je vais choisir ici composant. Vous voyez ici composant. WinDev va me dire le composant vous allez utiliser dans quel type d'application. Je lui dis ça peut être d'application Windows. Avec la touche contrôle, je choisis ça peut être utilisé dans Android, dans iOS, dans un site web. Et l'avantage, c'est que les classes que je vais déclarer dans le composant pourront être utilisées dans tout type d'application que je fais ici. Suivant. Je donne un nom à mon composant. Par exemple, on dit que quand vous mettez que des classes, on appelle ça une bibliothèque de classe. Par exemple, je l'appelle biblio, comme bibliothèque, biblio gestion commerciale. Et après, je fais suivant, suivant jusqu'à la fin. Je crée des classes comme je vais le montrer. Je les teste, etc. Et après, quand je génère le composant WinDev, je ne vais pas aller plus loin ici. WinDev va me dire qu'est-ce que je mets dans le composant. Je mets pas les fenêtres et les boutons qui m'ont servi à tester les classes. Je mets que les classes. Et le composant, ça va être un fichier qui va être généré avec un nom et une extension. Et après, je reviens dans mon projet qui m'intéresse, dans lequel je veux importer. Et à ce moment-là, quand il y a un composant qui contient les classes, ça veut dire qu'ici, je ne crée pas dans cette branche-là, je ne crée pas les classes, elles sont dans un composant. Je viendrai ici dans la branche composant externe, je fais clic droit et je fais importer un composant externe utilitaire ou exemple. Et à ce moment-là, je vais lui montrer là où il est, ici, externe, c'est ça. Je fais importer un composant externe à partir d'un fichier. Je me suis trompé de lien. Je lui montre où se trouve le fichier. Il viendra ici. Et là, je verrai les classes. Mais si je double-clique sur une classe, je ne vois pas son code. J'ai le droit d'utiliser la classe, de créer des objets, d'appeler ses composants, mais j'ai pas le droit de toucher au truc. Voilà donc pour cette question-là. Je reviens ici. C'est terminé. J'espère que vous avez pu apercevoir ce que c'est que la puissance de la programmation objet en utilisant l'encapsulation protéger la cohérence des données. Je suis conscient que je vous ai envoyé plein d'informations en même temps. Je vous suggère de trouver un petit temps avec le PDF que je vais vous envoyer pour revoir ça tranquillement, me poser des questions dans les commentaires. Si vous commencez à un peu mieux comprendre la programmation objet, Dieu sait qu'on n'a pas fini, je vais encore vous faire plein de vidéos. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, à me faire des likes, à suggérer des amis et des abonnés. Ça me fait énormément plaisir et ça me motive à vous faire de plus en plus des belles vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon où vous êtes. À très très bientôt, chers abonnés, chers amis, chers nouveaux abonnés. Ciao, ciao.